Alors, bonjour. Bonjour. Donc, peux-tu nous dire ce que tu penses sont les éléments les plus importants dans le domaine de l'interculturel aujourd'hui en 2014? Je pense que l'interculturel ou le champ de l'interculturel est très important dans deux domaines. D'une part, vu la mondialisation, c'est-à-dire le fait qu'il y a des échanges entre les pays du monde entier et que les gens sont en expatriation pour les affaires ou il y a des ONG qui travaillent dans les pays en difficulté, c'est un domaine très important. Et deuxièmement, c'est aussi le fait que l'émigration du sud vers l'Europe ou de l'est vers l'ouest de l'Europe se sont intensifiées depuis presque 50 ans et que les sociétés deviennent pluriculturelles et que ça amène à des échanges entre des personnes de, de cultures différentes. Je définirais le champ de l'interculturel comme le champ des interactions entre des personnes ou des groupes de cultures différentes, ce qui inclut différents domaines, la communication interculturelle, ce qui inclut aussi les études des processus de changement de culture par l'influence d'une culture sur une autre, et enfin aussi les processus de comparaison entre les cultures. Très bien, mais qu'est-ce que tu conseillerais à tes disciples de ne pas oublier? Je dirais que le premier conseil qui va à l'encontre des idées reçues, c'est qu'en fin de compte, comprendre, accepter, tolérer l'autre différent de soi, là dans le sens de la culture. Pour cela, il ne suffit pas de connaître sa culture, certes c'est important, mais en réalité, un savoir, même s'il est encyclopédique, ne peut en aucun cas faciliter ce processus d'ouverture, de compréhension et de tolérance vis-à-vis de l'autre. Pour cela, il faut toute une approche. Je dirais que la méthode des chocs culturels n'est qu'une méthode pour accéder à un objectif. Mon objectif, celui auquel j'ai abouti après des études, des recherches, et ces recherches étant très particulières parce que ce sont des recherches qui se sont faites dans un va-et-vient entre la formation et la recherche. La méthode donc des chocs culturels n'est qu'un moyen, un des moyens pour arriver à développer chez l'autre, celui qui est amené à soit en expatrié, soit à travailler avec des migrants et de façon générale, mais je n'ai pas l'ambition de former toute la société, c'est de développer une approche interculturelle qui consiste en trois démarches. La décentration, qui est la prise de conscience de son cadre de référence, parce qu'en fin de compte, c'est le premier et le plus important obstacle à l'ouverture à l'autre, parce qu'on fonctionne d'abord très marqué avec nos représentations qui sont le fruit de notre éducation, de l'influence du milieu dans lequel on vit, de l'influence des valeurs et des normes de la profession, qui en général est très marquée aussi par la culture et l'histoire du pays dans lequel on vit. Donc la décentration exige une prise de conscience de ces représentations, de ces valeurs, de ces normes à tous les niveaux, personnel, professionnel, familial, social, qui interfèrent dans la rencontre et qui bloquent le processus de reconnaissance et je dirais qui sont une cause de l'intolérance et du rejet de l'autre. Une des causes. Il y a d'autres causes qui sont les préjugés, qu'on peut rentrer dans les représentations. Il y a aussi le racisme, la discrimination, mais je parle là de nos propres valeurs, normes qui font partie de notre identité,
culturel, social, professionnel, personnel, etc. C'est la première démarche. La deuxième démarche, dans cette première démarche, le choc culturel est la méthode que j'utilise, que j'ai créée, et qui permet justement cette prise de conscience, parce que le choc dans la rencontre de l'autre va jouer comme révélateur de ce que je suis. Et cette méthode qui est élaborée avec des items, des points à éclaircir, va permettre à la personne qui va se former avec la méthode de faire émerger ses valeurs, ses normes, les fondements de son identité qui interfèrent dans ce choc culturel, pas de façon générale. D'où la valeur aussi de cette méthode, c'est qu'elle est très ciblée sur ce type de rencontre. Et à chaque fois, on travaille sur plusieurs chocs culturels, donc on touche de nombreuses représentations, normes et valeurs dans différents domaines. Et comme j'ai travaillé beaucoup avec les travailleurs sociaux, et puis mes disciples ont travaillé avec des animateurs, avec du personnel médical, dans des groupes de travail européens, ça permet de voir, pas seulement sur cette profession, mais sur d'autres professions, sur d'autres cultures, et c'est très intéressant. La deuxième démarche est la découverte du cadre de référence de l'autre. La méthode des chocs culturels permet en partie de découvrir le cadre de référence de l'autre, toujours en fonction de la situation qui a provoqué le choc, mais ce n'est pas suffisant. J'ai mis en évidence un grand nombre d'obstacles qui font qu'on ne découvre pas l'autre. Alors j'en donnerai un ou deux exemples. Le premier serait que nous avons tendance à toujours ramener le différent au connu, ce qui fait qu'on ramène ce qu'on a vu à quelque chose de connu, à quelque chose d'habituel, et en fin de compte, on dira ah oui c'est comme chez nous, ah oui c'est comme chez nous, etc. Et en réalité, on ne découvre pas. Donc c'est surmonter cette tendance. Il y a aussi la tendance, qui est un processus cognitif, d'expliquer les conduites d'une certaine manière, et surtout chez les professionnels qui doivent chercher les causes des difficultés des clients qui viennent les voir pour demander une aide. La tendance est d'expliquer toujours uniquement par l'individu lui-même, ce qu'il y a dans l'individu. Or, quand on travaille avec des personnes de cultures différentes, il faut en effet chercher les contextes culturels, les contextes sociaux, les contextes, et surtout aussi, il faut chercher, et c'est un fondement de l'interculturel, c'est que c'est pas seulement une des différences culturelles, qu'il y a toujours dans la relation et communication interculturelle, la variable dominant-dominé, supérieur, inférieur, ex-colonisateur, ex-colonisé, ex-esclavagiste, ex-esclave, et que ces statuts interfèrent énormément dans la relation et communication interculturelle. Et donc, un des obstacles pour la découverte du cadre de référence, c'est de ne pas prendre en compte ces variables de statuts différents qui interfèrent et qui rendent très difficile la communication. Et parce qu'en effet, quand il y a un passé de conflits, de guerre, et ça reste dans la mémoire des individus, ça éveille des ressentiments. Je donne un exemple de la guerre d'Algérie, les Algériens et la France et l'Algérie, et chez les individus, il y a des ressentiments, en tout cas pour une certaine génération, et que dans les relations interculturelles, il faut prendre en compte cette histoire, l'histoire, l'économique, le politique, sinon on passe à côté de certaines choses. Bon, ces deux exemples d'obstacles qui interfèrent, il y en aurait d'autres, et je renvoie à mon livre, et puis aussi j'ai mis un chapitre, les difficultés à la découverte du cadre de référence de l'autre, dans mon site
où je fais l'énumération de ces difficultés pour la découverte du cadre de référence de l'autre. Enfin, la troisième démarche, c'est la négociation-médiation. Alors, la négociation et médiation interviennent en général quand il y a des conflits de valeurs, hein, et on a affaire, en tout cas, que ce soit quand je travaille avec des migrants qui viennent des pays avec des cultures encore très traditionnelles, où l'éducation des enfants est une éducation basée sur, très rigoureuse, très exigeante, basée sur les châtiments corporels, et que dans notre société tout cela est banni, ou plus ou moins banni. Il est certain que comment faire quand un père bat sa fille parce qu'elle a été contre les normes de sa société et qu'il la bat très violemment, comment faire pour arriver à ce qu'il n'y ait pas une rupture, parce que la rupture n'est pas bonne entre la fille et le parent, sans toutefois mettre la fille en danger. Et bon, c'est un processus complexe qui doit prendre en compte non seulement l'attitude du parent, les valeurs du parent, mais aussi les conflits intrapsychiques de l'enfant qui vit dans deux cultures. Et la négociation et aussi la médiation, c'est-à-dire utiliser une tierce personne, parce que je pense que pour des personnes de la société française, faire de la médiation entre une famille africaine et où il y a des conflits entre parents et enfants ou parents et jeunes filles, et c'est très difficile, et je dis il faut faire appel à des médiateurs qui sont peut-être pas du même pays, mais d'une culture proche, pour arriver à trouver je dirais, à rapprocher les points de vue sans rupture et sans, je dirais, cassure des deux côtés, hein, du côté de l'enfant, du côté des parents. Donc c'est un processus complexe. La médiation, je l'ai aussi développée dans mon livre, j'ai fait une recherche sur les médiateurs et j'ai étudié comment ils fonctionnent, et c'est fort intéressant, j'ai beaucoup appris d'eux. Voilà. Merci beaucoup.